Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, mise en œuvre d'un plan national de lutte contre la sécheresse. Toujours dans l'actualité nationale, concertation nationale pour l'élaboration du 3e plan national de développement qui s'est tenu au Kempinski Palace. Et enfin, dans l'actualité internationale, Donald Trump évoque un accord possible à la résistance, dévoiler ses conditions. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, face à une sécheresse d'une ampleur inédite, le gouvernement djiboutien passe à l'action. Suite à l'alerte donnée par son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le plan national de riposte contre la sécheresse et la soif a été officiellement lancé en présence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ce lundi 7 juillet à Djibouti. Face à l'aggravation de la sécheresse qui sévit actuellement dans plusieurs régions du pays et suite à l'alerte donnée par son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement a décidé de déclencher une réponse d'urgence coordonnée à l'échelle nationale. Un comité de riposte interministériel sous la coordination du Premier ministre a été mis en place pour planifier et assurer la réponse à cette crise climatique majeure à l'issue de la réunion interministérielle tenue le dimanche 6 juillet dernier. Un plan de riposte national contre la sécheresse a été approuvé par l'ensemble des départements sectoriels présents. Ces plans d'action prévoient des mesures d'urgence et ciblées, parmi lesquelles l'acheminement des vivres, d'eau potable, d'aliments pour le bétail et des médicaments essentiels vers les localités les plus touchées. La mise à disposition des mini-réservoirs d'eau et de pastilles de purification pour garantir un accès sécurisé à l'eau pour les populations et les bétails. L'élargissement des programmes de protection sociale dans les zones affectées, en renforçant notamment les transferts sociaux et la distribution des secours. Les ministères mobilisés pour la mise en œuvre de ce plan sont le ministère de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le ministère de la Défense et les Forces armées djiboutiennes à travers la Direction générale des relations internationales et le ministère de l'Intérieur et les préfectures régionales, ainsi que le ministère de la Santé. Le lancement officiel des opérations a eu lieu ce jour au sein du hangar du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, où une première cargaison composée des vivres, d'aliments pour le bétail et des médicaments a été préparée. Ces cargaisons seront acheminées dans les heures à venir vers les localités les plus reculées du territoire. Sur le terrain, les autorités régionales sont pleinement mobilisées et jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la riposte. Elle assure notamment l'approvisionnement en eau potable des ménages affectés par la sécheresse grâce à l'utilisation des camions-citernes déployés dans les zones les plus touchées. Cette mobilisation rapide traduit la détermination des autorités nationales à protéger les populations vulnérables, soutenir les moyens de subsistance et renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique. Eh bien, comme je vous le disais, concernant les efforts se poursuivront tout au long de l'été pour atténuer l'impact de cette crise sur les populations rurales. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de la Santé et la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Suite à la réunion de crise organisée par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, un comité de pilotage a été institué sous la coordination du Premier ministre. Donc, ce comité a élaboré en moins de 48 heures un plan d'action national de riposte pour faire face à la sécheresse qui sévit dans notre pays. Donc, par rapport à ce plan d'axe, il y a plusieurs axes qui sont priorisés. Le premier axe va porter sur l'assistance alimentaire des familles des régions de l'intérieur. Va suivre également la distribution des aliments de bétail. La distribution en priorité, c'est la distribution de l'eau. Cette distribution de l'eau se fait depuis avec la collaboration et l'appui technique apporté par les forces armées djiboutiennes. Depuis 3 mois, les forces armées de djiboutiennes, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, sillonnent dans les régions de l'intérieur pour apporter une assistance, pour faire la distribution également de l'eau.
Donc aujourd'hui, on est à PK13 pour lancer une opération d'envergure coordonnée, concertée avec l'ensemble des institutions, mais également de l'armée nationale. Cette assistance, comme vous voyez, donc on est en train d'acheminer des vivres pour la population, des vivres pour les cheptels. Également, il y aura des caravanes médicales, des unités mobiles santé qui vont aussi qui vont porter assistance aux cheptels, mais également à la population, surtout pour la malnutrition auprès des enfants, des femmes enceintes et allaitantes. Donc vraiment ce sont des opérations qu'on est en train de lancer ici qui sont en concertation avec les structures étatiques. Eh bien, le colonel Mohamed Jama Qayad, directeur des ressources humaines au sein des forces armées djiboutiennes, s'est exprimé au micro de la radio-télévision Djibouti dans le cadre d'une interview exclusive accordée à la chaîne nationale. Écoutons-le. Dans le cadre de la lutte contre la sécheresse et consécutivement à l'appel du président de la République, le ministère de la Défense, par le biais du chef d'état-major général des armées, participe activement à l'élan de solidarité nationale enclenché. Comme vous voyez aujourd'hui, les forces armées djiboutiennes apportent un soutien indéniable au ministère comme le ministère de l'Agriculture, au ministère des Affaires sociales, au ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui mène une vaste campagne de soutien dans les régions de l'intérieur. Dans la continuité de nos actions civilo-militaires, nous poursuivons les efforts aujourd'hui en apportant notre soutien à ces institutions régaliennes et en soulageant également la souffrance de nos populations dans les régions de l'intérieur. Les actions immédiates qui ont été entreprises par le SEMGA ce jour, le déploiement de camions-citernes dans les régions de l'intérieur, et dans la journée de demain, nous recevrons également 11 camions-citernes du gouvernement mis à la disposition, sous la responsabilité de l'armée, et dont les conducteurs ont été déjà désignés ce jour. Eh bien, dans son intervention, le ministre de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques a souligné l'urgence de la situation et la nécessité d'une action rapide et coordonnée pour venir en aide aux populations rurales les plus affectées. Écoutons le ministre. Suite à l'appel du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, dans le cadre de la lutte contre la sécheresse aiguë et exceptionnelle qui se déroule en ce moment au niveau de la Corne de l'Afrique, notamment au niveau de la République de Djibouti, il a été procédé à la mise en place d'un comité ad hoc composé de tous les départements concernés par la lutte contre la sécheresse. Ce comité, sur instruction du président du Premier ministre, a été mandaté pour réunir presque quotidiennement des réunions exceptionnelles également pour faire face à la sécheresse. Dans le cadre de cette mission, déjà, la lutte contre la soif avec l'assistance de l'armée nationale, du ministère de l'Agriculture et également de tous les préfets ministère de l'Intérieur, 11 camions-citernes ont été acheminés dans tous les territoires, les zones les plus difficiles. Ils sont en train de livrer de l'eau dans les endroits où il n'y a pas de forage. Par ailleurs, tous les forages existants qui nécessitent une réparation, une équipe ad hoc de la direction de l'hydraulique est partie déjà sur place pour parer au plus pressé et procéder à la réparation de ces forages le plus rapidement possible. Aujourd'hui, en ce jour, en plus de la lutte contre la soif, nous allons procéder pour la première fois pour lutter contre la sécheresse à l'acheminement des vivres pour la population affectée par la sécheresse. Une noria de camions ainsi que derrière moi un stock stratégique de lutte contre la sécheresse a été mis en place. Par ailleurs, d'une manière exceptionnelle, un stock d'aliments du bétail et de pierres alléchées que vous voyez en face seront acheminés pour
dans le cadre de la sécheresse pour donner aux animaux affectés par la sécheresse. Toutes ces mobilisations, c'est une mobilisation d'ordre national, ce n'est que la première étape. D'autres vont suivre jusqu'à la fin de la saison estivale. Ce n'est que la première initiative. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, direction le Nord, où dans le cadre du plan national d'action contre les conséquences hautement dommageables de la sécheresse persistante lancée par son Excellence, le Président de la République, des mesures concrètes ont été engagées afin de venir en aide aux populations les plus affectées, notamment dans la région de Tadjoura, particulièrement touchée par la crise. C'est dans ce cadre qu'un convoi humanitaire de 5 camions chargés de vivres est arrivé aujourd'hui après-midi à Tadjoura. 8 camions-citernes sont mobilisés pour la lutte contre la soif. Cette livraison marque une étape importante dans le déploiement des aides d'urgence prévues pour la région. Elle a été accueillie officiellement par le préfet de la région, M. Mohamed Abbas, en présence des autorités locales et des représentants de la population. La distribution des vivres aux localités les plus touchées débutera dès demain matin selon un plan de répartition défini en concertation avec les comités locaux. Rappelons que parmi les premières actions recommandées figurent la réhabilitation des forages, l'acheminement des vivres essentiels ainsi que la distribution d'aliments pour bétail afin de soutenir les ménages et préserver les moyens de subsistance des éleveurs. Le gouvernement ainsi réaffirme son engagement à poursuivre et intensifier les efforts pour atténuer l'impact de la sécheresse sur les populations vulnérables. Eh bien, comme je vous le disais, le gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre et intensifier ses efforts pour atténuer les effets de l'impact de la sécheresse sur les populations vulnérables en mettant par exemple en œuvre des actions coordonnées, durables et solidaires à travers l'ensemble du territoire national. Écoutons à présent le préfet de la région. Suite à un constat alarmant pour la gravité de la sécheresse qui provoque dans le pays, le président de la République a tenu une réunion d'urgence avec différents départements ministériels pour la mise en place d'un plan d'action dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises contre la soif et la faim. Les différents départements sectoriels ont assigné un cahier de charges. La coordination de l'action gouvernementale de lutte contre la sécheresse est placée sous l'égide du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. Il a été recommandé de mettre en exergue les besoins urgents identifiés comme suit: la soif, le fonctionnement des forages, l'acheminement des vivres et des aliments de bétail. De ce fait, les autorités de la région de Tadjoura ont fait appel aux institutions étatiques et aux entreprises opérant dans la région pour acheminer l'eau dans les localités des sous-préfectures les plus impactées. Plus de 8 camions-citernes ont été mobilisés. Pour cela, une dotation de 5000 litres de carburant a été débloquée le jour même, suivie des vivres et des aliments de bétail. Les ministères concernés sont le ministère de la Solidarité, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur qui coordonne ces actions dans la région. La situation agricole affectée sont la culture maraîchère et la culture fourragère. Plus de 300 000 têtes de bétail sont touchées.
Eh bien, je vous emmène vers le sud du pays où le plan national de riposte contre la sécheresse, en réponse à la sécheresse exceptionnelle qui frappe actuellement plusieurs régions du pays, le gouvernement djiboutien a intensifié ses efforts pour venir en aide aux populations les plus durement touchées. Cette mobilisation fait suite à l'appel urgent lancé par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, exhortant à une action rapide et coordonnée face à la gravité de la situation. Ce lundi après-midi, un convoi humanitaire composé de 5 camions chargés des vivres est officiellement arrivé dans la région de Dikil, marquant une étape cruciale dans la mise en œuvre du plan d'aide d'urgence. Cette opération a été supervisée localement par le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdiroblé, en présence des autorités administratives, coutumières et de nombreux habitants. En parallèle, 8 camions citernes ont été mobilisés afin d'assurer une distribution continue d'eau potable dans les localités les plus affectées par la soif, notamment dans les zones rurales et isolées de la région. Cette première livraison s'inscrit dans une stratégie nationale de riposte coordonnée entre les services de l'État, les collectivités locales et les partenaires humanitaires. L'objectif est d'atténuer les souffrances des populations, de garantir la sécurité alimentaire et hydrique et de prévenir toute crise sanitaire majeure. Nous a ordonné, en tant que CMH de Dikil, d'accompagner ces équipes dans tous les sites afin de dépister et de prendre en charge les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes, de dépister contre la malnutrition et de prendre en charge ces populations faibles. Donc, en tant que médecin-chef, je déclare que l'équipe mobile des centres médicaux hospitaliers de Dikil sortira avec les équipes de distribution de denrées alimentaires où ils seront dès demain matin. Eh bien, le gouvernement réaffirme ainsi son engagement total à protéger ses citoyens face aux conséquences du changement climatique et à renforcer la résilience des communautés à travers des actions concrètes et immédiates. Écoutons les réactions recueillies par notre équipe sur place à Dikil. Retour à Djibouti où je vous le disais, dans le titre, la grande concertation nationale pour l'élaboration du 3e plan national de développement sous son acronyme PND 2025-2030 a débuté ce matin au Kempinski Palace. Cette journée a été marquée par des échanges fructueux réunissant des représentants du gouvernement. Les détails avec Myriam Mohamed. La plus grande concertation nationale pour l'élaboration du 3e plan national de développement 2025-2030 a débuté ce matin à Kempinski Palace. Cette journée a été marquée par des échanges fructueux, réunitions de représentants du gouvernement, des institutions de la République, de partenaires techniques et financiers de la société civile et du secteur privé. La note conceptionnelle présentée par le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, repose sur 5 principes fondamentaux: un leadership national affirmé, la valorisation des acquis antérieurs, une démarche participative et une gestion axée sur le résultat et une harmonisation avec les engagements internationaux majeurs tels que les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des consultations préliminaires ont déjà été menées auprès des acteurs de divers secteurs, notamment l'éducation, la santé, l'emploi, l'énergie, le numérique et la gouvernance, ainsi que sur des thématiques transversales comme l'environnement et le développement humain. L'objectif est clair: recueillir les attentes des citoyens, en particulier ceux de la région de l'intérieur, souvent de l'ECI, afin d'élaborer un plan qui réponde concrètement à leurs besoins. Au-delà du nombre de projets achevés, l'efficacité du plan se mesure en sa capacité à améliorer concrètement la vie des populations, à générer des emplois, à optimiser les services publics et à renforcer l'efficience de l'administration. Le processus d'élaboration du PND 2025-2030 a pleinement mobilisé l'ensemble des parties prenantes nationales, y compris de hauts fonctionnaires de l'administration. Ces derniers, notamment le directeur général, les chefs de services centraux et les responsables des institutions déconcentrées, ont été invités à s'approprier ces plans et en faire un outil de travail opérationnel et à traduire ces orientations en actions concrètes sur le terrain. Leur expertise, leur connaissance approfondie des mécanismes administratifs et leur aptitude à mobiliser les équipes seront déterminantes pour assurer non seulement la bonne exécution des projets inscrits dans le PND, mais aussi d'une adhésion forte au sein de l'appareil de l'État. Eh bien, comme je vous le disais, les directeurs généraux, les responsables des institutions déconcentrées ont été invités à s'approprier de ce plan et en faire un outil de travail. Écoutons le directeur de l'économie et la représentante
de la société civile. Depuis 2015, la planification stratégique est au cœur du processus de développement. Ce changement de paradigme a conduit à l'élaboration d'une vision prospective Djibouti 2035 et à la mise en œuvre des plans quinquennaux. Au-delà des performances économiques, ces plans nationaux de développement ont permis d'enregistrer des avancées notables dans des domaines vitaux tels que l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, la santé et l'éducation, améliorant ainsi sensiblement les conditions de vie des populations. Malgré ces progrès, des défis importants sont à relever pour permettre à notre pays de poursuivre sa marche vers l'émergence. Il s'agit notamment de l'inclusivité et de la soutenabilité de la croissance, du développement du capital humain, du renforcement de la transformation structurelle de l'économie et du renforcement de la mobilisation des ressources intérieures. Cette initiative, portée sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, marque une étape essentielle, celle d'un développement fondé sur la participation, la transparence, la co-construction. Nous saluons cette volonté d'inscrire la planification nationale dans un dialogue élargi, associant les institutions publiques, les partenaires de développement et les acteurs de la société civile, dans le même esprit de la vision 2035 définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. En tant qu'organisation communautaire ancrée dans le quotidien des Djiboutiens et des Djiboutiennes, l'Union nationale des femmes djiboutiennes agit depuis plus de 4 décennies au service de l'inclusion, de la cohésion, de la transformation sociale. Présidée par son Excellence, Madame Khadra Mohamed Haït, première dame de la République, notre organisation intervient au plus près des populations, les femmes rurales, les jeunes, les populations vulnérables, mais également les familles déplacées. Écoutons à présent le représentant du PNUD et la représentante du système des Nations Unies. Je tiens à féliciter chaleureusement le gouvernement de Djibouti pour les efforts qu'il ne cesse de mener, en étroite collaboration avec ses partenaires, pour doter le pays de politiques et de stratégies de référence qui ont guidé et qui continuent de guider le pays à court, moyen et long terme. Je salue également les efforts du gouvernement de s'assurer du dialogue inclusif national et de la concertation autour des politiques qui sont au cœur du développement du pays. Et il me semble que l'adoption du nouveau plan national de développement qui est en cours de préparation traduit cette volonté politique de Djibouti de mener de main de maître son développement. Le PND, en tant qu'outil d'orientation 2020-2024, a permis d'avoir des avancées notables et je pense que des voies plus autorisées le diront. Et ceci malgré un contexte international difficile. Nous avons eu la Covid-19, des tensions géopolitiques autour du pays, des défis climatiques. Et Djibouti a su faire preuve de résilience exceptionnelle qui mérite d'être relevée. Aujourd'hui, c'est le lancement du processus d'élaboration du Plan national de développement 2025 à 2030. Les processus qu'on commence maintenant, je crois que c'est un des processus, une des choses plus importantes qui se passe à Djibouti cette année. Si on peut dire 2024, on a tous, je crois, fait attention à les processus de recensement, que c'était aussi un processus lourd, mais très bon pour Djibouti, qui ont fait ça beaucoup de temps. Je dirais que pour 2025, une des choses plus importantes qu'on va faire, c'est le plan national de développement qui deviendra la référence de 2025 à 2030. Cet plan national de développement sera la référence pour le gouvernement, pour les bailleurs de fonds et les partenaires qui viennent à Djibouti, et aussi, bien sûr, et je m'engage personnellement pour l'équipe des Nations Unies à Djibouti. Ça sera notre plan de développement aussi. Eh bien, voici les propos du président de la Chambre des commerces et le représentant de la Banque mondiale. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude au gouvernement pour avoir associé les représentants du monde économique à cet atelier stratégique, marquant le lancement officiel du 3e
plan national du développement de notre pays. L'élaboration du PND 2025-2030 est un moment charnière. Elle intervient dans un contexte international incertain, mais aussi dans une phase déterminante de notre trajectoire nationale. C'est un exercice de grande portée. Il s'agit de réfléchir ensemble au fondement de notre développement futur, à l'ambition que nous voulons porter pour notre économie, pour nos entreprises, pour notre jeunesse et notre société civile. Nous avons le devoir de créer de la valeur ajoutée, de générer de l'emploi, d'innover, d'investir dans les régions, de former notre jeunesse. Au nom du groupe de la Banque mondiale, c'est un honneur renouvelé d'être parmi vous ce matin, en particulier pour le lancement du processus d'élaboration du 3e plan national de développement. Comme vous le savez, depuis le 1er juillet 2024, notre représentation à Djibouti est conjointe, réunissant l'IDA, l'AFC et MIGA pour mieux appuyer les priorités de développement du pays, tant public que privé. L'élaboration et la mise en œuvre du PND est donc une très belle opportunité de continuer à appuyer Djibouti dans ses efforts de développement à travers un engagement intégré du groupe de la Banque mondiale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Djibouti se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son parcours de développement. L'élaboration de ce 3e PND constitue une étape essentielle dans l'opérationnalisation de sa vision stratégique Djibouti 2035. Eh bien, ce plan n'est pas un exercice technique, c'est un projet de transformation voulu et impulsé par le chef de l'État, affirmé le ministre de l'économie. Écoutons-le. Plus clair, ces derniers temps, le président a mis vraiment tout en exergue. C'est la vision portée par le chef de l'État, par Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement. Nous ne sommes que des assembleurs dans certains métiers. On met les différentes pièces de puzzle ensemble. Et c'est une vision qui doit être partagée de tous. On avait calculé un besoin en termes financiers de l'ordre de 483 milliards par an, pour arriver à quelques trillions sur les 5 années. Or, en faisant un peu la rétrospective, les meilleures années, on a fait 101 milliards. Quand on a fait le tour des différents départements sectoriels, des différentes institutions, chacun était venu avec un peu une longue wish list, une liste de souhaits. Et on les a intégrés dans une banque de projets. Par voie de conséquence, nous avons observé que quasiment 98% ou 99% de ces projets n'avaient pas un niveau de préparation, d'assimilation, de préparation, de contenu ou suffisamment documenté pour aller mobiliser des ressources. Donc le taux de mobilisation pour cette période a été difficilement à 19%. Et pourtant, il y a eu beaucoup de ressources mobilisées. Dans l'axe inclusion, c'est l'axe où il y a eu le plus de performances en termes de mobilisation. On est à peu près à 29% de notre objectif. En termes de connectivité, c'est autour de 19%. En termes sur les piliers institutions, c'est-à-dire la gouvernance sur toutes ces questions, on est autour de 4%. Les thèmes transversaux, c'est-à-dire le climat, l'adaptation au climat, le capital humain et digitalisation. Eh bien, dans son discours, le Premier ministre a indiqué que ce lancement marque une étape décisive dans notre engagement collectif à construire un avenir plus inclusif, plus résilient et plus prospère pour notre nation. Écoutons-le. Sous la conduite du chef de l'État, Djibouti a accompli des progrès remarquables au cours de la dernière décennie. Doublement du produit intérieur brut, développement des infrastructures, réforme des secteurs clés, mais le plus important de tout,
c'est le développement de la connaissance. Ces résultats témoignent d'une vision ambitieuse, d'une dynamique positive que nous devons consolider. Mais nous devons rester lucides. Nous faisons face à des défis majeurs: instabilité économique mondiale, vulnérabilité interne, impact du changement climatique. La crise sanitaire récente a rappelé l'importance de renforcer notre autonomie et notre résilience. Le PND 2025-2030 devra répondre à ces défis en accélérant la diversification économique, en valorisant notre capital humain, notamment notre jeunesse, et en développant des secteurs porteurs dans l'ensemble du territoire national. Cela passera inéluctablement par un développement territorial équilibré, les atouts et les avantages comparatifs de chaque région pour enraciner nos populations dans leurs terres en leur offrant un cadre de vie digne. Notre jeunesse représente notre plus grand atout. Investir dans notre éducation, sa santé et sa formation est essentiel pour réussir la transition démographique et construire un avenir prospère. Le changement climatique est aujourd'hui un enjeu central. Le président de la République tient à vous assurer que le développement durable guidera toutes les politiques publiques. Nous devons adapter notre économie aux défis climatiques, promouvoir une économie verte et protéger nos ressources naturelles. La bonne gouvernance est aussi au cœur de nos ambitions. Le gouvernement a adopté une charte pour renforcer la gestion, la transparence des finances publiques, un environnement des affaires et des qualités par des infrastructures solides et indispensables à la croissance. Pour attirer les investissements, nous devons renforcer l'état de droit et lutter activement contre la corruption. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti en coordination avec la capitainerie et le directeur général de la SGTD qui a apporté une aide d'urgence à l'équipage du MV Magic S16, un vraquier bâton pavillon libérien qui a été attaqué hier en mer Rouge au sud-est de Hodeïda sur la côte yéménite. L'équipage du navire a abandonné le navire en mer et a été secouru par le porte-conteneur Safin Prism et a remis sains et saufs à Djibouti. Au total, 22 marins ont été sauvés, dont un Roumain, un Vietnamien, 20 Philippins. Ils ont débarqué en bonne santé, sains et saufs, cet après-midi au terminal à conteneurs du SGTD. Ainsi, Djibouti réitère son engagement en faveur de la sécurité maritime et du sauvetage des vies en mer, conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. La direction de l'autorité des ports réaffirme sa solidarité avec les gens de mer du monde entier, car s'il n'y a pas de gens de mer, il n'y a pas de commerce maritime, ont-ils déclaré. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où un atelier sur la rationalisation des dépenses énergétiques de l'État et l'implication du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, c'est sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et de Younis Ali Guedi, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, qu'un atelier a été organisé ce matin au centre de formation de l'éducation nationale, Omar Guelleh. L'événement a réuni M. Ismaël Ibrahim Roblem, ministre du Budget, Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du MENFOB, Mohamed Khalil Ouaïs, secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mme Nirma Hassan, directrice générale du CFN, ainsi que des responsables de l'EDD et des chefs d'établissement. L'atelier visait à sensibiliser les responsables des établissements et les personnels du MENFOB à la situation actuelle des dépenses énergétiques dans le secteur éducatif. L'objectif était d'encourager des comportements responsables et de promouvoir des solutions concrètes pour réduire ces coûts. Après un mot de bienvenue de Mme Nirma Hassan, la journée a débuté par une présentation sur l'état des dépenses énergétiques, abordant la consommation annuelle par établissement et les stratégies de réduction, un dialogue constructif
a suivi, permettant d'échanger sur ces enjeux. Le ministre de l'Éducation a affirmé que des petits efforts peuvent avoir un impact significatif sur le coût. Il a également évoqué le rôle clé des enseignants et des directeurs dans l'implantation des mesures d'économie tout en appelant à une sensibilisation et à une coordination continue. Cette journée a favorisé des échanges enrichissants, renforçant l'engagement du personnel de Melfort pour optimiser la consommation énergétique dans les écoles en vue de réaliser des économies substantielles. Le ministre de l'Énergie a rappelé que cet atelier s'inscrit dans la stratégie nationale de réduction de la consommation d'énergie, appelant à la responsabilisation collective des acteurs, notamment des personnels éducatifs. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons consommer l'énergie avec efficacité et efficience. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes directeurs, mes collaborateurs vont vous expliquer après. Nous voulons que la consommation énergétique soit d'abord responsable. Ça, c'est l'important. Une dépense énergétique responsable. Nous devons consommer que lorsque c'est nécessaire. Une lumière d'une chambre ou d'une salle de classe doit être allumée que s'il y a des cours. S'il n'y a pas de cours, elle ne doit pas allumer. Nous avons, c'est vrai, eu des surprises, pas uniquement dans les établissements scolaires. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Cette sensibilisation et cet atelier, d'abord, c'est un exercice de responsabilité et de civisme. Et pour une consommation responsable. Pour nos collaborateurs de l'éducation, les 2 mois de l'été, juillet-août, sera un exercice. Vous avez vu toute la consommation qui se passe. Hiver comme été, c'est la même chose. Donc c'est un exercice pour vous aujourd'hui. Et j'espère, Inch'Allah, que nous serons à la hauteur et que nous aurons des bons résultats. Donc si nous commençons par là, vous allez continuer, Inch'Allah, à faire du mieux que vous pouvez. On est tous responsables de ces pays et on est tous responsables aussi de les aider. Merci. De son côté, le ministre du Budget a insisté sur l'importance d'une gestion rigoureuse des finances publiques, soulignant que le pays doit s'appuyer sur ses propres ressources en raison d'un manque fréquent de financement externe. Écoutons-le. Vous savez autant que moi, Djibouti, certes, bénéficie d'atouts sur le plan géostratégique. Mais depuis que je suis à la tête du ministère du Budget, je peux certifier qu'il n'a jamais bénéficié d'un financement fongible. Aucun pays ne nous a apporté un appui financier. Nous comptons sur nos propres moyens. Et le premier devoir de tout enseignant de la République de Djibouti et, a fortiori, le directeur d'école, pièce maîtresse du système de l'éducation nationale, en tant que moteur du système, ont un rôle particulier à jouer, surtout dans le domaine de la rationalisation des dépenses énergétiques. Et je vous le dis sincèrement, nous ne sommes pas venus justement pour aujourd'hui vous sensibiliser, mais vous engager dans une dynamique, non pas de rationalisation, mais de réduction de comptes. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a souligné l'importance de réduire ces dépenses, encourageant des gestes simples comme éteindre les ventilateurs et les lumières en dehors des heures d'activité. Écoutons-le. En train de peaufiner et de rédiger les cadres standards de qualité, ce que nous appelons, nous aimerions vraiment introduire également cet item qui est bien sûr sur la consommation d'énergie. Donc on aimerait bien avoir le seuil moyenne ou qu'il ne faudrait pas dépasser pour chaque ligne, parce que comme vous l'avez dit, d'une école à une autre, la situation est différente. Donc par rapport à ces différents statuts ou situations, on aimerait bien avoir la barre minimale, la barre qu'il ne faut pas dépasser, une limite rouge. Et donc nous allons insérer dans ce que nous appelons aujourd'hui les SAC, le système d'assurance qualité, qui fait partie également du bon fonctionnement de l'établissement. Donc dorénavant, ça va être dans les mœurs, dans le bon comportement, du bon fonctionnement de l'établissement. Un établissement où les responsables gèrent et essaient donc d'économiser d'énergie, pour nous ce sera une qualité
et sur lesquels nous allons bien sûr par la suite veiller à suivre de très près. Donc on aimerait bien avoir ce seuil, cette limite à ne pas dépasser. Et je vous emmène enfin vers le nord du pays où, à la suite de l'atelier d'échange et de consolidation organisé autour du projet La Fabrique à Kempinski, le conseil régional d'Obok a tenu une réunion de présentation suivie d'une visite guidée de l'usine de recyclage à l'intention de la population locale. L'événement s'est tenu dans les locaux du conseil régional, dans une atmosphère conviviale, en présence du président du conseil régional, Mohamed Ismail, du préfet de la région, Moussa Aden, du chef de village, des élus locaux, des notables, des représentants des entreprises locales, ainsi que de la société civile. Plusieurs interventions officielles ont marqué la rencontre, à savoir le président du conseil régional qui a remercié les participants pour leur présence et leur engagement. Il a rappelé l'origine de l'ambition, l'importance de la stratégie du projet La Fabrique pour le développement durable d'Obok. Il a également souligné la volonté du conseil régional de créer des opportunités économiques tout en luttant contre la pollution plastique. Le président a appelé à la population d'Obok à poursuivre son soutien à cette initiative ambitieuse et innovante, véritable levier pour l'avenir de la région d'Obok. Après la réunion au conseil régional, une réunion de présentation suivie d'une visite guidée de l'usine de recyclage à l'intention de la population locale. Mais de fournir à travers ces transformations et ce recyclage des opportunités de travail, de participer à l'évolution et au développement économique de la région et en même temps de créer des potentielles offres d'emploi dans toute la région. Eh bien, les autorités locales ont salué les efforts constants du conseil régional, mettant en lumière le caractère structurant et innovant de ce projet qui apporte des réponses concrètes aux défis environnementaux et sociaux de la région. Puis, nous sommes ici dans le cadre de lancement de l'atelier d'échange et de consolidation que nous avons fait à Djibouti, à Kempinski. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est pour montrer à la communauté obokoise, mais surtout au secteur privé, aux entrepreneurs, à la société civile, aux services déconcentrés et aux partenaires aussi qui sont dans les régions, de leur exposer la présentation que nous avons faite à Djibouti. Cette présentation sera suivie également d'une visite technique sur le terrain où les participants qui sont ici pourront voir, pourront apprécier des visus les chaînes de valeur, les chaînes de production de nos pavés. Donc je voudrais profiter de ces micros pour remercier tous les membres du gouvernement qui ont participé à l'atelier que nous avons fait à Djibouti, à Kempinski. Je voudrais également remercier ici à toutes les personnes qui sont présentées, à commencer par M. le préfet, par l'OIM, par la société civile, par le chef du village, par les services déconcentrés, par les associations de BOC, tout le monde, par le local qui sont avec nous, plastique. Nous devons donc recycler ces produits pour faire de BOC une ville propre, une ville vraiment où il fait bon vivre, une ville résiliente et une ville où vraiment la communauté prend à cœur ces côtés donc environnementaux qu'on veut préserver. Sur ce, je vous dis donc un grand merci. Et enfin, dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il existait une bonne chance de conclure un accord cette semaine avec le mouvement de la résistance palestinien. Myriam Mohamed. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il existait une bonne chance de conclure un accord cette semaine avec le mouvement de résistance palestinien Hamas concernant la libération des otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Des dirigeants de factions de la résistance palestinienne, 21 mois d'une guerre d'extermination menée contre la bande. La résistance palestinienne a réaffirmé son attachement au retrait de l'armée israélienne de Gaza à l'entrée de l'aide humanitaire sans constriction et à la conclusion d'un cessez-le-feu réel mettant fin à l'agression et élevant le blocus imposé à plus de 2 millions de Palestiniens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Place notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.